vous regardez RTL. Le grand jury, RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Virginie Calmels, vice-présidente déléguée des Républicains. Le débat est dirigé par Olivier Bost. Bienvenue dans le grand jury. Bonjour Virginie Calmels. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons parler de Laurent Wauquiez et de ses propos de tonitruants, de vos responsabilités aux côtés d'Alain Juppé à Bordeaux, de votre livre aussi qui sort mercredi, J'assume, avec ce sous-titre « Mais que suis-je allé faire dans cette galère ?» Eh bien pour le savoir, à mes côtés, Marie Chantret de LCI et Alexis Brézet du Figaro. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Dans cette émission, il y a une séquence droite suite avec vos réactions et vos questions. Marie-Pierre Haddad de la rédaction de RTL nous rejoindra tout à l'heure pour vous faire part des interrogations et des commentaires des auditeurs et des téléspectateurs, des réactions que vous pouvez nous envoyer sur rtl.fr, Facebook et sur Twitter avec le mot-clé le grand jury. Alors, Laurent Wauquiez a été épinglé ces dernières semaines pour des propos tenus devant des étudiants. Alors, il y avait la forme d'une vulgarité extrême selon Alain Juppé et puis le fond, des attaques contre à peu près toute la classe politique, y compris contre sa propre famille. Vous ne vous êtes jamais exprimé depuis ces propos. Qu'en avez-vous pensé ? Cher Olivier Bost, il y a eu 22 000 articles de presse dans les 3 dernières semaines sur ce sujet. Je pense qu'on en a plus que trop parlé. Je ne me suis pas exprimée parce que, vous avez dû le voir dans mon livre, ce que nous souhaitons faire avec Laurent Wauquiez à la tête de notre famille politique et avec toute l'équipe renouvelée, paritaire, de différentes sensibilités, c'est reconstruire la droite. C'est ça que nous voulons faire, c'est ça notre objectif. Alors je vais vous dire, les petites phrases, les invectives... Ah mais vous ne répondez pas à la question, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas eu envie de donner... mon avis, parce que ce que j'ai à dire, je le dis aux personnes concernées, pas forcément sur un plateau télé, pas forcément à un micro. Bien sûr que nous avons échangé et je n'ai pas à revenir sur cette affaire. Mais malgré tout, quand Laurent Wauquiez dit qu'Alain Juppé a cramé la caisse à Bordeaux, il fait allusion à la dérive de la dette, des dépenses, des impôts à Bordeaux. C'est pas très gentil pour Alain Juppé, mais pas non plus pour vous qui êtes premier adjoint à Bordeaux. En l'occurrence, je ne suis pas en charge des finances, mais je suis totalement solidaire du magnifique bilan d'Alain Juppé à Bordeaux et j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet, mais je ne me suis pas exprimée en me précipitant sur les plateaux télé. Je me suis exprimée dans le cadre du conseil municipal qu'on avait quelques jours après. Et il se trouvait donc il n'a pas cramé la caisse. L'ordre du jour, non, je vous confirme qu'il n'a pas cramé la caisse et je vous confirme que je suis totalement solidaire de son bilan, qui est un beau bilan. Alain Juppé est un grand maire. La ville de Bordeaux s'est vraiment merveilleusement transformée sous l'impulsion d'Alain Juppé et de toute son équipe. Il a fait de gros investissements. Parce que Laurent Wauquiez pointait quand même, c'était effectivement une fiscalité qui a augmenté, un endettement qui a effectivement très largement augmenté depuis Cher 2010. Olivier Bost, j'ai déjà répondu sur cette question. Alain Juppé est un grand maire, il a un très beau bilan à Bordeaux, j'en suis totalement solidaire, je suis très fière de mon propre petit bilan. Dans mon périmètre, j'ai baissé la dépense publique de 30% et fait x9 en emploi sur les 3 dernières années, en emploi net créé dans le privé. Je pense que nous pouvons collectivement être fiers de ce bilan bordelais et en l'occurrence, ce qui devait être dit a été dit et je pense que c'est pas nécessaire d'y revenir. Vous n'avez quand même pas un seul mot pour qualifier les propos de Laurent Wauquiez. Est-ce que vous êtes tellement embarrassé que vous ne pouvez pas le qualifier d'un seul mot? Contexte ces propos, c'est des propos qui ont été... Oui, mais est-ce qu'on peut tenir ce genre de propos même dans un contexte off, entre guillemets, parce qu'il y a quand même le fond de ces propos. Je crois que ce qui est important pour tout responsable politique aujourd'hui, c'est de se rendre compte à quel point, au fond, il faut être prudent dans ses propos et jamais penser qu'on ne peut pas ne pas être enregistré. Pour Alain Juppé, ces propos sont lamentables et d'une extrême vulgarité. Est-ce que ce sont là aussi des propos que vous partagez de la part Est-ce qu'on peut laisser ces deux grands garçons s'invectiver l'un l'autre? Je ne crois pas forcément nécessaire que moi, personnellement, vous voyez, je suis venue à vos micros plutôt pour parler de notre vision politique pour redresser la France et redresser la famille politique à laquelle j'appartiens et à laquelle je suis fière d'appartenir. Donc au minimum, c'est de l'imprudence de la part de Laurent Wauquiez. Écoutez, je crois que tout le monde se serait passé de cette séquence. Lui, le premier, il a été enregistré à son insu. On n'a que des bribes d'enregistrement qui sont sorties de son contexte et les uns et les autres ont déjà dit ce qui était nécessaire de dire en la matière. Vous avez fait une chose, vous avez tweeté à ce moment-là, après cette histoire, en disant la parole est précieuse et le silence est d'or. La parole est d'argent et le silence est d'or. Ça voulait dire qu'il valait mieux se taire ?
Ça veut dire que, contrairement peut-être, et ça a l'air de vous surprendre, à d'autres personnalités politiques, je ne me précipite pas pour commenter. Je ne suis pas une femme de commentaires, je suis une femme d'action. Moi, j'ai passé 20 ans dans l'entreprise privée. Mon objectif, c'est de faire, c'est d'avoir des résultats, c'est d'essayer d'être utile à mon pays, c'est d'essayer d'apporter des réponses concrètes avec une équipe au mal-être des Français dans beaucoup de domaines. Et aujourd'hui, on voit bien que le gouvernement Macron... Il y a une autre façon de l'analyser, c'est de dire aussi que vous disparaissez quand les ennuis se présentent ou arrivent. Écoutez, vous avez tous été, tous les journalistes, radio, télé, à essayer absolument que je m'exprime. C'était pas mon avis qui vous intéressait. C'était d'essayer de mettre de l'huile sur le feu ou d'essayer, une fois encore, de créer des polémiques entre les personnes. Moi, je vais vous dire, je crois que les Français en ont plus qu'assez de ça. Et ce que nous voulons faire avec Laurent Wauquiez, avec toute l'équipe au sein des Républicains, c'est sortir des divisions, sortir des invectives, sortir des petites phrases et sortir du commentaire. On a compris que vous ne vouliez pas mettre de l'huile sur le feu avec Alain Juppé. Malgré tout, au sein du Parti républicain, il y a un certain nombre de questions qui se posent, notamment pas mal de départs. Il y a Xavier Bertrand, Dominique Bussereau qui sont partis, un certain nombre d'élus qui ont pris leur distance, et notamment Jean-Pierre Raffarin. Il y a deux écoles chez les républicains. Il y a ceux qui disent tant mieux qu'ils s'en aillent, comme ça clarifie les choses. Et ceux qui disent c'est très regrettable, on est en train de se resserrer, se refermer sur notre noyau dur. Vous êtes de laquelle ? Écoutez, je crois une fois encore qu'il ne faut pas se tromper d'objectif. Notre objectif, c'est pas de savoir si Pierre-Paul Jacques, après X années dans la vie politique, a envie de prendre du recul. Moi, je serai toujours respectueuse. Alain Juppé, le premier, a dit qu'il ne souhaitait plus s'investir au niveau national. C'est tout à son honneur, c'est sa décision personnelle. Et je pense que c'est pas ça qui est intéressant. C'est aussi qu'ils ne se sentent pas totalement à l'aise avec ce qu'incarne Laurent Wauquiez. Je crois que si vous regardez l'équipe qui aujourd'hui est au sein des Républicains, vous verrez qu'il y a d'abord un vrai rajeunissement, des personnalités qui pensent à l'avenir et au long terme, et que d'autres font d'autres choix et peut-être se disent aussi qu'à un moment donné, c'est le moment pour prendre une certaine distance. Mais vous dites finalement, c'est une clarification. Non, c'est pas ça dont je parle, parce que quand vous regardez individuellement, vous avez plusieurs cas de figure. Vous avez ceux qui sont carrément allés chercher un poste et ceux qui ont du coup décidé de rejoindre la majorité parce qu'elle leur offrait des responsabilités immédiates sans attendre une éventuelle alternance. Je suis pas sûre que ce soit pour les convictions qu'il le fait. Mais il y en a d'autres qui se mettent en retrait. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de repli au sein des Républicains ? Alain Juppé parlait de militants radicalisés, ce qui explique peut-être son retrait. Une fois encore, alors vous savez, les militants, je pense qu'ils sont vastes. Plus de 100 000 ont voté pour cette élection à la tête du parti. Laurent Wauquiez a recueilli 75% des suffrages. Moi, ce qui me semble fondamental, c'est de garder la pluralité des sensibilités au sein de la famille. Et c'est ce que nous faisons. Nous le faisons tous ensemble. Comme vous le savez, Laurent Wauquiez soutenait plutôt Nicolas Sarkozy. Annie Genevard, secrétaire générale, soutenait plutôt François Fillon et moi-même plutôt Alain Juppé. Nous avons deux autres vice-présidents que sont Guillaume Pelletier ou Damien Abad qui représentent des sensibilités très différentes dans cette famille politique. Je pense aussi à Éric Ciotti ou à Jean Leonetti et toute l'équipe qui est ici sur le plateau, qui chacun a son expérience, a sa sensibilité. Donc cette équipe, elle est plurielle et au fond, c'est étrange d'ailleurs qu'on s'en étonne, étant donné que la famille de la droite, historiquement, a toujours accueilli cette complémentarité de sensibilité, des gaullistes sociaux, des libéraux, une droite plus conservatrice. Moi, je crois que cette droite, elle doit marcher sur ses deux pieds, les libéraux et les conservateurs. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir dans la famille politique des représentants de toute la palette des sensibilités de la droite et du centre. Vous parliez de Nicolas Sarkozy à l'instant. Il a fait un certain nombre d'interventions. On l'a vu devant les sénateurs parler de la réforme constitutionnelle. On va y revenir sur le fond du sujet tout à l'heure. Mais Nicolas Sarkozy, est-ce que vous dites, comme certains, après tout, ça pourrait faire un recours un jour? On peut avoir à nouveau besoin de Nicolas Sarkozy? Écoutez, ça, je ne sais pas vous répondre à une telle question. Aujourd'hui, nous sommes dans... Vous savez, l'expérience politique a montré qu'il se passe beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues. C'est d'ailleurs un peu le sens de ce livre. Il y a beaucoup de choses qu'on nous disait totalement acquises et qui ne se sont pas passées comme prévu. Après, c'est la rencontre d'un homme, d'un peuple, d'un timing, d'une envie. Je ne suis pas capable de répondre à cette question. Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il faut sortir justement des plannings qui sont liés à l'accession au pouvoir en 2022. On n'en est pas là. On est en train de reconstruire sur... Je vous rappelle une année 2017 très compliquée pour nous. La première fois où notre candidat n'est pas qualifié au second tour de la présidentielle. Donc nous avons tout à reconstruire. Je pense que Laurent Wauquiez est absolument... d'abord compétent et a l'énergie pour cela, mais il a aussi cette humilité de reconnaître
qu'il y a tout à faire, tout à reconstruire et qu'on voit bien d'ailleurs qu'on nous fait aucun cadeau. C'est d'ailleurs le sens de l'enseignement de ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Ça va nous permettre d'être encore plus vigilants, encore meilleur, de nous surpasser et de jouer encore plus collectif pour faire face à tous les vents contraires. Et vraiment, on sent qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, Emmanuel Macron ne l'a pas caché. Son objectif à lui, c'est de rester seul face aux extrêmes. Et est-ce que vous avez le sentiment que Nicolas... Nous sommes là pour résister et créer, parce que je suis très attachée à ça pour la démocratie, c'est que nous avons besoin d'une droite qui soit le seul parti debout face au gouvernement actuel et loin des extrêmes. Mais pour parler de Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il reste une autorité morale? Est-ce que vous sentez qu'il veut très clairement garder un rôle vis-à-vis de votre famille politique? Il était très en colère contre Laurent Wauquiez. Pour moi, il restera toujours une autorité morale. Moi, je fais partie de ceux qui ont aimé la politique grâce à Nicolas Sarkozy. Je ne faisais pas de politique à l'époque, mais j'ai adoré sa campagne en 2007. J'ai adoré le travailler plus pour gagner plus. J'ai adoré les valeurs et l'énergie qu'il a pu déployer dans l'intérêt du pays. Il reste une autorité morale. Donc et il tant n'appartient mieux, pas au passé et de tant votre mieux famille. s'il peut nous prodiguer ses conseils. Moi, je suis heureuse de pouvoir le voir de temps en temps et j'espère qu'il continuera à nous aider avec sa vision de la reconstruction de la famille politique et de la droite. Vous disiez que la droite doit garder toutes ses composantes, toutes ses sensibilités. Est-ce que Emmanuel Macron a quand même pas réussi à largement fracturer la droite, notamment grâce à Édouard Philippe, mais d'autres que vous citez dans votre livre largement? Est-ce que vous les épargnez pas là pour le coup? Est-ce que cette entreprise-là a fonctionné quand même? C'est pas du tout un règlement de compte personnel, c'est vraiment une volonté de montrer qu'effectivement il y a eu deux lignes politiques très claires, et notamment chez les juppéistes, l'équipe à laquelle j'appartenais. Il y a une ligne politique qui est la mienne, qui voulait un État fort et un régalien fort. C'était le projet d'Alain Juppé, qui était assez éloigné des éléments de langage de l'identité heureuse. Édouard Philippe a fait son choix. Il a décidé d'être le bras armé de la volonté non dissimulée d'Emmanuel Macron de faire exploser la droite, en acceptant d'aller au gouvernement, ce que moi-même j'ai refusé à ce moment très précis, c'est-à-dire dans l'entre-deux tours des présidentielles. Un certain nombre de personnalités de notre famille politique ont été contactées. Ça a été le cas de Xavier Bertrand, ça a été mon cas, ça a été le cas d'autres qui ont refusé. Mais il se dit que vous avez proposé vos services à Édouard Philippe. Chère Marie Chantrey, je vous explique que c'est l'inverse, mais vous savez, c'est un running gag. Ils m'ont déjà fait le coup. Juste avant, d'ailleurs, 8 jours avant l'élection à la tête du parti de Laurent Wauquiez, on a déjà dit ça. Et là, comme par hasard, 3 jours avant la sortie de mon livre, on redit ça. J'espère qu'ils vont le lire, comme ça ils sauront, ils apprendront ce que Édouard Philippe ne savait pas. Ils apprendront qu'effectivement, il n'a pas été le seul à être contacté. En revanche, il est le seul à avoir trahi sa famille. Parce qu'il dit, finalement, c'est ce qu'il y a de plus proche de la pensée d'Alain Juppé. Donc je vais mettre en œuvre une politique qui était celle, grosso modo, de celle que proposait Alain Juppé. Alors ça, c'est intéressant parce que justement, c'est le fond. Et c'est ça qui m'habite, moi, en politique, c'est de défendre des convictions et des idées. Et vraiment, pendant 2 ans et demi, j'ai été très heureuse de défendre le projet d'Alain Juppé aux primaires. Mais c'est pas du tout le projet politique qu'Emmanuel Macron est en train de mettre en œuvre. Tout le monde l'a oublié. Mais le projet d'Alain Juppé, je le rappelle, il était à 90% le même que celui de François Fillon et que celui de Nicolas Sarkozy. On avait quelques petites différences, vous vous en rappelez, sur le sociétal, sur la santé, et François Fillon avait réécrit son projet santé, du coup il se rapprochait de celui d'Alain Juppé, et une affaire de curseur sur le nombre de fonctionnaires. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce projet? Il y avait justement ce que Emmanuel Macron ne fait pas. La baisse de la dépense publique de 100 milliards, la baisse des impôts massifs, la baisse des charges pour les entreprises de 40 milliards, la suppression totale de l'ISF. Il y avait la retraite à 65 ans qui permettait justement de financer un vrai choc fiscal qui est la seule condition. On va y revenir dans le détail, mais il y a beaucoup de choses qui se retrouvent tout quand même. Ça, non, pardon, je vous énumère tout ce qui ne se retrouve pas. Et là, ce que je vous dis, Olivier Bas, c'est pas du détail, c'est des très grands principes de politique. Dans les très grands principes, il y en a un certain nombre qu'on retrouve aujourd'hui dans le il y avait des quotas d'immigration. Vous voyez des quotas d'immigration chez Emmanuel Macron? Non. C'est dormez braves gens, on ne change rien. Et sur le régalien, on ne fait rien. Il y avait la volonté de massivement augmenter les dépenses de justice, de sécurité, de police. Tout ça était dans le projet, le rétablissement des peines planchées, la volonté d'avoir un regroupement familial et des règles qui soient durcies. Si vous voulez, je peux énumérer tellement
de choses qui étaient donc dans le le macronisme projet... n'est pas la continuation du Juppé. Mais bien sûr que non. Ça s'appelle de la communication. Pourquoi ? Parce que certains ont envie d'expliquer qu'ils ne seraient pas des traîtres à leur famille politique. Et donc, comment l'expliquer le mieux ? C'est faire croire aux Français que finalement, tout ça était très proche. Mais je suis désolée. D'ailleurs, c'est l'avantage de cette primaire. C'est que nos candidats étaient très préparés, avec des projets très détaillés, totalement financés et qui sont écrits. J'invite tous les Français à relire en détail le projet qui était celui porté par la famille de la droite, et une fois encore, à 90%, c'était le même. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que c'est pas du tout la même philosophie et la même vision pour le pays. Nous voulons restaurer le travail, le mérite, l'effort. Nous voulons que l'égalité des chances soit la clé, et nous n'opposons pas les Français entre eux. Emmanuel Macron, lui, s'adresse à qui ? Il s'adresse aux jeunes, start-upers, qui vont bien, plutôt dans le milieu urbain. Il vaut mieux pas avoir d'enfants, parce que là, vous perdez vous perdez une grande partie de vos allocations de garde d'enfants. Il vaut mieux pas avoir de personnes âgées, parce que là, on considère que finalement, les personnes âgées, c'est eux qui doivent payer pour les autres. Et donc, ils taxent très massivement avec son augmentation de la CSG. Oui, mais vous voyez, les différentes réformes qu'il a mises en œuvre. C'est qu'on voit que c'est deux philosophies de vie et de vision pour la société qui sont radicalement différentes. Et donc, arrêtons de faire croire que ce serait le même projet que le projet de la droite. Mais ce qui jette quand même un trouble, c'est que vous avez été en contact avec l'équipe d'Emmanuel Macron pendant l'élection présidentielle. À leur demande, oui, pas à la mienne. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas très vite refermé la porte ? Ah, mais la porte, elle a été parfaitement refermée, Monsieur Bost, elle a été refermée non seulement... Aujourd'hui, c'est ce qu'ils exploitent en... Non, mais on va pas revenir sur le running gag. Une fois encore, j'invite Édouard Philippe à lire le livre, parce que je pense qu'en fait, lui-même n'était pas à la manœuvre pour composer le gouvernement. Quand j'ai été contactée, je l'ai été. Édouard Philippe n'était même pas encore Premier ministre, et je l'ai encore été après, alors qu'il était Premier ministre, ce qui m'a permis de comprendre et de découvrir que c'est finalement pas forcément lui qui composait son gouvernement. Mais une fois encore, les choses ont été très claires. Non seulement elles ont été claires vis-à-vis de mes interlocuteurs, mais elles ont été claires parce que moi, j'ai pas de double discours. Vous savez, je dis la même chose dans des endroits à huis clos ou en public. J'ai été une des rares juppéistes à ne pas signer ce fameux appel des 173 à la main tendue. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai dit clairement que la seule et unique condition pour que je rejoigne un gouvernement, ce serait qu'il y ait un accord de gouvernement avec la droite. Ça s'appelle une coalition. Et là, vous y seriez allé ? Bien sûr, parce qu'à ce moment-là, on était dans une toute autre configuration. C'est-à-dire que c'est la droite qui portait ses convictions. Moi, si je fais de la politique, c'est pour que mes idées triomphent. Donc, si, effectivement, les Français avaient permis cette coalition, eh bien, là, j'en aurais été... Vu les résultats législatifs, de toute façon, la question ne se posait plus. En fait, si vous vous rappelez bien, pendant quelques semaines, cette question s'est posée, et les macronistes eux-mêmes n'imaginaient pas qu'il y ait un tel raz-de-marée aux élections législatives. Et il y a eu cette idée d'accord de gouvernement, notamment avec Alain Juppé, qui a été probablement un peu utilisé par Édouard Philippe, une fois encore pour essayer de montrer qu'il n'avait pas trahi ses idées. Une dernière question sur les Républicains. Est-ce que vous vivez un petit peu au quotidien dans l'angoisse de nouveaux départs ? C'est-à-dire que si demain Alain Juppé ou un autre annonçait son départ, est-ce que c'est pas une forme de supplice chinois de subir ces départs, ces prises de distance régulières ? Vous savez, ça c'est de la politique très politicienne. Je crois que les Français, ce qu'ils veulent, c'est savoir. Vous êtes numéro 2 d'un parti, donc c'est quelque chose qui vous concerne au premier chef. Mais là encore, ce parti, il se reconstruira, de mon point de vue, par les idées, par la force des convictions que nous allons porter. Nous devons être dans la pédagogie pour expliquer aux Français en quoi nous pouvons proposer une alternative, et nous sommes bien éloignés de ce que Emmanuel Macron est en train de faire. Nous avons des choses très concrètes à apporter en matière de lutte contre l'immigration illégale, en matière de baisse de la fiscalité et de baisse de la dépense publique. Tout ça, c'est ça notre devoir. Après, moi, j'aurais tendance à vous dire que plus on est nombreux et plus on est heureux. On a des grandes personnalités dans cette famille politique. Ils seront toujours les bienvenus, et notamment pour apporter leur pierre à l'édifice du débat. Nous en aurons un
prochainement sur la ligne européenne. Et toutes ces grandes figures de la famille politique sont les bienvenues pour venir exposer leur propre vision de ce que devrait être notre projet pour les Européennes. On reparlera justement des Européennes, mais ce week-end, le Front National tient son congrès à Lille. Marine Le Pen a été réélue ce matin à la tête du parti. Elle était la seule candidate. Son père en a été exclu. Les militants devront se prononcer sur un nouveau nom pour le parti qui devra être dévoilé dans l'après-midi. Le Front National prend-il, selon vous, un nouveau départ ? Écoutez, ce que je crois et ce que j'espère, c'est que les Français auront vu et auront compris, notamment dans ce débat du deuxième tour de la présidentielle, qu'en fait le Front National c'est une impasse. Que Madame Le Pen ne démontre pas sa capacité à exercer de hautes responsabilités. Et pire que cela, le projet même du Front National doit changer le nom ne change rien finalement. Bien sûr, ça c'est de la cosmétique et ça n'a aucun intérêt. Ce que nous souhaitons, nous, c'est montrer que d'abord notre projet n'est pas le projet du Front National. Il n'y a pas de porosité avec le Front National et il n'y en aura pas. Quand Thierry Mariani, ancien député LR, dit qu'il faut qu'on s'allie avec le Front National parce que de toute façon c'est le sens de l'histoire. Thierry Mariani n'est pas le président de notre famille politique. Non, ça, on l'avait compris. Laurent Wauquiez s'est exprimé très clairement, sans ambiguïté. Il ne fait pas non plus partie de l'équipe dirigeante de ce parti. Donc je considère que c'est une prise de position isolée. Il n'est pas le seul. Non mais une fois encore, ce sont des prises de position isolées. Nous avons une vision, elle est très claire, elle est très simple. Il n'y aura pas d'accord avec le Front National. Mais quand Thierry Mariani dit cela, est-ce qu'il franchit une ligne rouge ? Est-ce que selon vous, il doit être exclu du parti ? Je vais vous dire, moi j'aime pas les mots d'exclusion. Moi, il me semble que dans la vie, il faut être cohérent avec soi-même. Quand vous pensez que vous pourriez faire des accords, par exemple, avec le Front National. Ça voudrait dire qu'il pense qu'il faut sortir de l'euro, sortir de l'Europe, fermer les frontières, augmenter la dépense publique de 300 milliards. Mais à ce moment-là, c'est lui qui n'a plus rien à voir avec ce que nous portons au sein des Républicains. Moi, je n'ai pas à distribuer et à savoir si un tel doit être exclu ou pas. Chacun prend sa carte au parti s'il le souhaite et tous les militants sont les bienvenus. C'est à eux de faire ce choix, ce n'est pas à nous de décider à leur place. Nous, on doit défendre nos idées, notre vision, nos valeurs et être très clair. Je pense que Laurent Wauquiez l'a été tout particulièrement. Nous avons énormément de bonnes raisons de dire que jamais il ne faudra d'accord avec le Front National. Déjà parce que sur le fond, nous ne disons pas la même chose et je réfute totalement l'idée qui serait qu'on dit la même chose. En revanche, on ne laisse pas au Front National le monopole de questions majeures comme la question par exemple de l'immigration. Quel regard vous portez sur Marion Maréchal Le Pen ? Est-ce que vous dites avec elle, un jour on pourra parler ? Ah non, je ne fais pas partie des personnes qui disent ça. Je la connais pas. Moi, ce que j'en avais vu, c'était une femme jeune, talentueuse, mais qui, en même temps, c'était pour sa campagne des régionales. Elle reste la digne héritière de la famille et du patronyme qu'elle a. Donc, je veux bien qu'on crée des subtilités, mais vu de la famille. Elle n'a pas tout à fait le même positionnement que Marine Le Pen sur un certain nombre de questions. Elle a peut-être pas le même positionnement que Marine Le Pen, mais une fois encore, c'est à elle de déterminer sa ligne. Ce qui est certain, c'est que pour nous, les Républicains, il n'y aurait pas un Le Pen acceptable et un Le Pen non acceptable, un Front National ou un nouveau nom du Front National qui rendrait la chose plus acceptable. Nous avons des convictions qui ne sont pas les mêmes que les leurs. En revanche, nous adressons des problématiques parce que là encore, il y a 11 millions d'électeurs du Front National qui ne sont pas des fascistes, des personnes qui veulent forcément sortir de l'euro et ainsi de suite. Il y a aussi des personnes qui considèrent dans les territoires oubliés de la République, dans un certain nombre de catégories socio-professionnelles, qu'ils ont été les laissés pour compte de la politique qui a été menée. Charge à nous de leur parler, d'apporter des solutions et de leur montrer qu'on aura le courage, et c'est ce qui, pour moi, est fondamental en politique, le courage de faire. Virginie Calmel, je crois que c'est là-dessus qu'on doit être crédible. On a compris, vous dites non au Front National, mais oui à ses électeurs. Il y a aussi finalement un vocabulaire parfois utilisé par le chef du Parti Les Républicains, Laurent Wauquiez. Est-ce que c'est une ligne vers laquelle vous adhérez ? Est-ce que quand il parle des étrangers au lieu des migrants, est-ce que parfois il y a une porosité, peut-être que vous dénoncez, on l'a bien compris, mais est-ce que c'est quelque chose que... Ce qui est souvent un peu compliqué,
c'est que si le Front National dit « il fait beau », on n'aurait plus le droit de dire « il fait beau ». Il y a quand même des mots, excusez-moi, mais qui ne doivent pas être confisqués par un parti politique. Là, vous venez de me dire « étranger » au lieu de « migrant ». Enfin, franchement, on rêve. Ce sont des mots qui sont dans le dictionnaire de la langue française, qu'on peut utiliser les uns les autres, d'ailleurs sans forcément penser que la veille ou 3 jours avant, le Front National l'a lui-même utilisé. Je crois que vous savez, Laurent Wauquiez, il n'a pas besoin d'aller puiser son inspiration au Front National. Il a suffisamment de vision et un projet politique à rebâtir sans aller moissonner sur les terres de qui que ce soit. Moi, ce que je vois au contraire, c'est que visiblement, le fait que nous nous reconstruisions, que nous soyons une force d'opposition crédible, avec un renouvellement générationnel, avec un vrai leader, visiblement dérange beaucoup. Et du coup, la critique la plus simple, c'est d'essayer de nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. On reparlera d'immigration notamment. Marie-Pierre Haddad de la rédaction de RTL vient de nous rejoindre. Vous scrutez les réseaux sociaux pendant l'émission avec le hashtag Le Grand Jury. Alors, quelles sont les tendances, notamment par rapport à la question du Front National? Il y a des interrogations? Oui, il y a beaucoup de commentaires. Bonjour à tous. Bonjour Virginie Calmels. Il y a un commentaire de Vincent sur Facebook qui nous dit « Marion Maréchal Le Pen rassemblera toutes les voix de droite en majorité. Il faut qu'elle revienne. » Et là, il lui donne un conseil. Juste 1 an avant l'élection présidentielle, pas avant. Est-ce que vous la considérez comme une menace, Marion Maréchal Le Pen? Mais une fois encore, nous ne disons pas la même chose. Ce n'est pas la même ligne politique. La famille des Républicains, elle réunit des conservateurs et des libéraux. Elle a la chance d'avoir cette sensibilité et c'est notre force qui a toujours été celui de la droite. Ça marche pas. Mais Marion Maréchal Le Pen, elle est sur un tout petit segment. Elle est sur un tout petit segment. Elle n'est pas sur le segment de la droite que nous représentons. Et excusez-moi, mais il y a quand même, je veux bien qu'elle soit jolie, sympathique et jeune, mais il faut quand même pas oublier ce qu'il y a derrière en termes idéologiques, en termes de vision économique, en termes de vision sociétale. Ce n'est pas le même discours que le nôtre. D'accord. Il y avait aussi une autre question, cette fois-ci c'était par rapport à Emmanuel Macron. Émilie, elle vous demande, je me demande toujours si chez les Républicains il y a quelque chose d'autre à proposer en dehors de critiquer Emmanuel Macron. Est-ce que vous n'êtes pas tombé dans la caricature de l'opposition? Je crois que, au contraire, c'est ce que j'essaye je m'efforce d'essayer de vous expliquer, c'est que nous allons défendre nos idées. Et on n'est pas dans l'opposition stérile. Ça, c'est là encore une caricature qu'on a bien voulu essayer de nous coller. Moi, je l'ai toujours dit, quand quelque chose va dans la bonne direction, et bien évidemment que nos députés sont en mesure de voter. Et notre objectif, c'est que la France réussisse. Donc, on ne va pas aller contre ce qui peut fonctionner. En revanche, on a le droit, et heureusement, de ne pas considérer, même si c'est pas tendance en ce moment, super Jupiter. Nous pouvons énoncer, et avec des choses très concrètes, je veux dire, la baisse du pouvoir d'achat pour les Français, c'est un sujet majeur qui nous préoccupe grandement. Et donc, c'est pas faire affront à Emmanuel Macron et à sa politique que de simplement être dans notre rôle d'opposition et de propositions qui sont très pragmatiques et constructives. Merci, continuez de réagir avec le hashtag Le Grand Jury. On va parler notamment de Super Jupiter juste après la pause. À tout de suite. RTL, il est 12h30. On fait un point sur l'actualité avec Charlotte Arrigoni. Marine Le Pen a été réélue présidente du Front National au congrès du FN à Lille ce matin. Elle était la seule candidate. Les nouveaux statuts du parti ont également été approuvés par les adhérents. Du coup, Jean-Marie Le Pen est déchu de sa présidence d'honneur. Dans le courant de l'après-midi, on devrait connaître le nouveau nom du Front National. Et j'ajoute qu'en marge de ce rendez-vous, 500 personnes se sont réunies pour manifester contre la tenue de ce congrès. Il n'y aura pas d'accord avec le Front National. Ce sont les mots de Virginie Calmels, la vice-présidente déléguée des Républicains, est actuellement l'invitée du grand jury RTL Le Figaro LCI. Par ailleurs, concernant son parti, elle déclare « Nous avons tout à reconstruire et Laurent Wauquiez est compétent pour cela ». Emmanuel Macron en Inde, l'énergie solaire était à l'honneur ce matin lors d'un sommet. La suite du programme plus romantique puisque le chef de l'État ira visiter le Taj Mahal en compagnie de son épouse Brigitte. Les sports, la Ligue de football professionnel condamne fermement les débordements d'hier soir lors du match de Ligue 1 Lille
Montpellier qui s'est soldé par un match nul 1 partout. Ce dossier sera d'ailleurs mis en instruction dès jeudi prochain devant ces instances disciplinaires. Rappelons que certains supporters du LOSC sont allés sur le terrain au coup de sifflet final et plusieurs joueurs lillois ont été pris à partie. Le rugby avec la suite ce dimanche du tournoi des 6 Nations, Galles-Italie à 16h et la 20e journée du top 14 avec en ce moment Stade Français Castres, ça commence à l'instant, et à 16h50 Toulouse-Lyon. La météo, le temps reste pluvieux, surtout sur une bonne moitié est du pays et notamment de la région Rhône-Alpes à la Corse. Ailleurs, des éclaircies, les températures 12 degrés à Brest, 14 à Nice et à Strasbourg, 15 à Lille, 16 à Clermont-Ferrand, 18 à Bordeaux et jusqu'à 20 degrés à Toulouse. Les courses ce dimanche à Saint-Cloud, Bernard Glass vous conseille de jouer le 9, le 8, le 11, le 4, le 5, le 13, le 15 et le 12. Ces 2 dernières minutes, le 4 et le 13. Dans un instant, la suite du grand jury RTL Le Figaro LCI, invité Virginie Calmels, vice-présidente déléguée des Républicains. RTL. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Virginie Calmels, vice-présidente déléguée des Républicains. Le débat est dirigé par Olivier Bost. Et une question très simple, Virginie Calmels, et très directe. Serez-vous candidate, êtes-vous intéressée pour être candidate tête de liste aux élections européennes l'année prochaine ? Oui, alors j'ai lu dans pas mal d'articles qu'on disait que je le souhaitais. On répond à ma place. Moi, ce que je souhaite, c'est d'abord et avant tout que notre famille politique se mette d'accord sur une ligne. Nous allons avoir des débats, nous allons définir une ligne politique. Laurent Wauquiez a annoncé un conseil national en juin prochain. Et donc, une fois que cette ligne sera définie, il sera bien assez temps de désigner les hommes et les femmes qui sont les mieux à même pour porter cette ligne. Pour vous, cette ligne n'est donc pas claire. Il y a des choses à clarifier. Vous savez, une fois encore, Laurent Wauquiez s'est exprimé à plusieurs reprises, notamment dans de la presse écrite, sur sa vision de l'Europe. J'ai pu le faire moi-même. Geoffroy Didier, ici présent, l'a fait également, dans les colonnes du Figaro, etc. Notre famille politique prend la parole et donne sa vision. Mais maintenant, il y a tout un travail de fond. Ça ne veut pas dire que la réponse... la ligne est assez claire de mon point de vue, mais elle mérite d'abord d'avoir un vrai débat et ensuite une validation. Et nous sommes un vrai parti démocratique. Donc ça va passer au Conseil national de juin. Si la ligne est trop eurosceptique, vous ne serez pas candidate. C'est ça que ça veut dire, très clairement. Non, mais je ne crois pas que notre famille politique tombe dans une ligne eurosceptique. Là encore, je crois que c'est la caricature facile que l'on veut. Alors, c'est quoi deux sensibilités vis-à-vis des sujets européens? Non, c'est très clair. D'un côté, vous voyez un Emmanuel Macron qui, dans ses discours, est clairement très fédéraliste. Il a voulu des listes transnationales, il a échoué, il a modifié le scrutin pour que ça devienne un scrutin national. Il nous parle d'élargissement aux Balkans à 2 reprises dans son discours de la Sorbonne et également dans une autre allocution. Donc on sent qu'on a le gouvernement actuel qui va vers du fédéralisme. Et puis de l'autre côté, vous avez les vrais eurosceptiques que sont Marine Le Pen et beaucoup d'autres, dont d'ailleurs Mélenchon et souvent le Front National est proche de la France insoumise. Nous sommes exactement au milieu. Nous ne sommes pas des fédéralistes, nous ne sommes pas des eurosceptiques, nous sommes des pro-européens, nous l'avons affirmé à maintes reprises, simplement nous voulons une Europe qui fonctionne. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est légitime d'être eurocritique, de ne pas être dans l'euro-béatitude, de ne pas dire que tout est bien, au contraire, et nous avons besoin d'apporter, donc là encore, des réponses très claires au niveau européen à des problématiques qui sont celles des Français. Mais quand on vous entend sur ces sujets, quand on vous entend sur ces sujets, Virginie Calmels et un Guillaume Pelletier, par exemple, on se demande quels sont aujourd'hui vos points communs et comment une ligne claire, justement, va pouvoir ressortir de tout ça. Nous avons, avec Guillaume Pelletier, avec d'autres dans la famille politique, là encore, des sensibilités qui ne sont pas les mêmes. Ça ne vous a pas échappé, vous le soulignez. Effectivement, sur le traité transatlantique, par exemple, si je prends l'exemple du CETA, moi je vais plutôt être favorable, Guillaume Pelletier va être plutôt défavorable. Mais c'est la force de cette famille politique. Nous allons donc conclure sur la ligne qui sera portée. Une fois encore, arrêtons de focaliser, on ne va pas retomber dans les mêmes travers. Vous savez, c'est un peu ça l'esprit de mon livre, c'est de se dire, on a vécu des trucs incroyables, si on pouvait en tirer quelques conséquences pour l'avenir. On a vécu des primaires où on n'a pas
passer notre temps sur les plateaux télé à simplement focaliser sur les quelques petites différences entre Nicolas Sarkozy, Alain Juppé ou François Fillon. À la fin des fins, c'était... Vous voyez bien que sur ce dans sujet, notre famille Emmanuel politique, Macron... avec Guillaume Pelletier ou avec d'autres, on a 90% en commun. Après, oui, nous avons effectivement des différences. S'agissant de Schengen, Laurent Wauquiez dit ça marche pas, il faut en sortir. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus ? Ne grillez pas les étapes, cher Alexis Brézé. Nous allons avoir un débat. Une fois encore, est-ce qu'aujourd'hui, dans notre famille politique, il y a quelqu'un pour dire que Schengen, ça marche ? Moi, je n'en connais pas. Donc, nous sommes pragmatiques, nous prenons les problèmes les uns après les autres, nous voyons les problèmes qui se posent aux Français, l'immigration, la baisse du pouvoir d'achat, tous ces sujets-là qui sont des sujets de politique nationale, mais qui ont aussi une importance au niveau européen, parce que sur beaucoup de sujets, c'est pas seul qu'on va pouvoir s'en sortir. Nous avons besoin d'un collectif fort et resserré au niveau européen pour tirer un certain nombre de problématiques. Mais est-ce que le risque de votre stratégie, c'est pas d'être insuffisante, c'est-à-dire que Emmanuel Macron veut quasiment réduire cette élection à une élection binaire, c'est-à-dire il y a les pro-européens d'un côté et puis les autres. Est-ce que vous pouvez exister avec cette ligne d'entre-deux ? Oui, parce que vous savez, Olivier Bost, peut-être contrairement à Emmanuel Macron, moi je ne crois pas que les Français soient des imbéciles. Ils n'ont pas besoin qu'on caricature ou qu'on résume les positions européennes à pour ou contre. C'est beaucoup plus subtil que ça. Nous sommes pro-européens, mais nous ne sommes pas des fédéralistes. Nous ne sommes pas prêts à aller encore plus loin dans l'élargissement européen, à donner notre souveraineté au niveau européen, alors que nous avons des problèmes que nous avons à gérer. Nous voulons au contraire reprendre. Et malheureusement, c'est pas facile à dissocier de la politique nationale. C'est sûr que quand vous avez 98% de votre PIB en dette et que ça ne baisse pas, ou que vous baissez pas la dépense publique, au fond, la France, elle perd de sa capacité à être audible en Europe. Donc il faut ne pas dissocier les deux. C'est comment on reprend le lead en Europe. La théorie des cercles me semble être une bonne approche. Laurent Wauquiez l'a évoqué, Édouard Balladur l'avait évoqué avant lui. Moi, je crois que c'est une bonne approche, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une grande zone de libre-échange, qu'il y a une zone euro, mais qu'il doit y avoir une zone plus restreinte pour réellement pouvoir faire avancer dans la bonne direction l'Europe, mais sans diluer notre souveraineté. Vous évoquiez la dette, excusez-moi, vous évoquiez la dette. Vous êtes donc d'accord avec le porte-parole du gouvernement ce matin, Benjamin Griveaux, qui a dit qu'il n'y avait pas de cagnotte à redistribuer. Pour vous, c'est... Écoutez, moi, ce qui me semble important, c'est de constater qu'on a eu une croissance un petit peu supérieure à ce qui était prévu. Je rappelle que malheureusement, on reste quand même inférieur à la moyenne de la zone euro qui est à 2,5%. Que fait-on de cette croissance ? On a vu que ça ne permettait pas de baisser l'impôt. 4,5 milliards d'euros d'impôts en 2018 de plus pour les Français. C'est ça le gouvernement Macron. Ça ne permet pas de baisser les impôts. Ça ne permet pas de baisser malheureusement les vrais sujets de la France. 9 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs. Le chômage, on va voir, mais malheureusement, on ne voit pas d'action réelle en la matière. Est-ce que ça peut permettre de baisser un peu notre endettement ? Je le souhaite. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, on ne peut pas se permettre de parler de cagnotte quand on a 98% de son PIB en dette ou quand on a 55% de son PIB qui passe en dépenses publiques. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce gouvernement est dans la digne... c'est l'héritier de la social-démocratie et du hollandisme. On ne baisse pas la dépense publique. On continue à dépenser un argent qu'on n'a pas et c'est ça qui est très préoccupant. Le fait malgré tout que Bruxelles nous ait sorti des pays qui étaient en surveillance renforcée en disant bon, ça va quand même dans le bon sens, ça c'est quelque chose que vous pourriez porter à l'actif. Je ne peux que m'en féliciter et espérer que c'est bien ce qui va se passer. Mais là encore, les chiffres, vous savez, il y a une com assez habile d'ailleurs du gouvernement actuel, mais les chiffres sont là. La dépense publique ne baisse pas. Ça veut dire que tout le reste, c'est simplement de la communication. On prend aux uns pour redistribuer aux autres, ses poches droites, ses poches gauches. À la fin, c'est toujours les Français qui payent. Les réformes, par exemple, sur les fonctionnaires, avec un plan de départ sur la SNCF, ça vise aussi le déficit de la SNCF. Il y a quand même des mesures pour attaquer ces dépenses publiques. Là, vous dites bravo quand même, SNCF et fonctionnaires. Franchement, je dis partiellement bravo, oui, parce que ça va dans la bonne direction. Je fais partie de je suis plutôt d'inclination libérale dans le domaine économique, qui suis favorable à l'ouverture à la concurrence, notamment des lignes. Ce que je trouve toujours un peu gênant, c'est la différence entre les effets d'annonce, où je vous dirais, bah oui, formidable, je suis tout à fait d'accord. Mais attaquer ces chantiers, même la droite ne l'avait pas fait. Et ensuite, ce qu'il y a réellement dans le contenu.
On ne parle pas des retraites. Donc finalement, les retraites, c'est l'année prochaine, vous le savez. Oui, je parle même sur la SNCF et pour les cheminots. On sait que c'est là. La fin du statut, vous le soutiendrez, ça? Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de débat. Mais vous voyez, souvent, c'est en trompe-l'œil. C'est-à-dire des effets d'annonce. Et quand on creuse, finalement, on n'a pas réellement derrière les mesures qui permettent d'obtenir les résultats attendus. Sur les fonctionnaires, c'est vraiment flagrant. Ils nous avaient promis la réduction de 120 000 fonctionnaires. In fine, vous regardez, c'est à peine 1800 dans le budget de 2018. Mais c'est pas... Après, ça dépend du résultat du plan de départ. Mais non, mais attendez, c'est pas ça. C'est qu'on n'attaque pas les vrais problèmes. Le vrai problème, c'est quoi? C'est qu'il faut moderniser la fonction publique. C'est que vous avez des gens formidables, mais qui sont encore dans un carcan où, à 25 ans, vous savez combien vous allez gagner à 55, où vous avez 32 jours d'absentéisme en moyenne, où vous n'avez... Oui, mais le plan de départ, la rémunération, l'introduction du mérite dans les rémunérations, là encore, vous pouvez pas être contre. Je ne peux y être que favorable, mais ce que je vois, c'est que les objectifs du gouvernement ne sont pas calés sur ce qu'il faudrait réellement faire, puisque ne serait-ce 120 000 suppressions sur le quinquennat. C'est sur le quinquennat, les 120 000 suppressions. Absolument. Est-ce que quand vous défendiez 250 000 ou même 500 000 suppressions d'emplois, c'était réaliste? Déjà, j'aime pas qu'on donne l'impression que l'objectif, c'est la réduction du nombre de fonctionnaires. C'est pas du tout un objectif. C'était écrit dans les Si vous me permettez de refaire le raisonnement, c'est pas un objectif, c'est un moyen. C'est un moyen et surtout, c'est une conséquence de la volonté. Moi, j'ai passé 20 ans dans l'entreprise privée. Je crois qu'il faut donner à la fonction publique des moyens de management qui soient efficaces pour lutter contre l'absentéisme. Si vous parlez d'un jour de carence, par exemple, ça va permettre de lutter contre l'absentéisme et donc mécaniquement, ça a une traduction immédiate en réduction du nombre de fonctionnaires. Donc rien que les objectifs aujourd'hui du quinquennat Macron, normalement, ils sont atteints simplement par l'instauration du jour de carence. Donc il fallait aller beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'il y a un moment donné où il faut parler du périmètre de l'État, des fonctions qui doivent être celles de l'État, et puis du management des agents publics. Il faut leur donner des perspectives, leur donner des primes au mérite et leur donner la restauration du bien-être au travail. Et tout ça aura des conséquences qui peuvent largement dépasser les objectifs chiffrés. Comment les projets de privatisation d'aéroports de Paris ou de la Française des Jeux, vous dites en bon libéral, c'est bien, l'État va s'occuper moins des choses dont il ne devrait pas s'occuper. Vous dites c'est une catastrophe, on brade les bijoux de famille. Alors Alexis Brézé, comme toujours, c'est pas aussi manichéen. Moi, la bonne libérale que je suis, vous dirais que je pense que l'État est un bien mauvais actionnaire dans beaucoup de cas. C'est tout à fait ce que je pense. Pour autant, là, on est sur un cas particulier. On est dans le cadre des 4 seules entreprises. Là, on parle de la Française des Jeux et d'Aéroports de Paris. Et les 4 seules avec Engie et avec EDF qui ont un statut très particulier, mais parce qu'elles sont aussi dans un cadre monopolistique. Et là, on est en train d'expliquer, et c'est ça qui m'inquiète, être pour des privatisations dans l'absolu. Oui, si ça s'accompagne d'une vision de long terme pour notre pays et d'une baisse drastique de la dépense publique. Là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on ne touche pas à la dépense publique. On continue sur le même rythme, comme avant, une bonne social-démocratie en digne héritier d'Hollande qu'est Emmanuel Macron. Mais derrière, là, on sent bien que pour des raisons budgétaires, il faut aller chercher quelques milliards, peut-être 8 sur ADP, et du coup pour un fonds dans l'innovation, mais du coup en oubliant totalement, c'est-à-dire que là c'est une politique court-termiste, en oubliant les enjeux qu'est cette entreprise, c'est-à-dire pour moi une entreprise qui est pas tout à fait comme les autres, qui porte en elle des sujets de sécurité, c'est même de frontières, de protection de nos frontières. Donc vous dites qu'il ne faut pas privatiser l'aéroport de Paris. Je crains malheureusement que cette décision ne soit guidée que par la volonté court-termiste de faire rentrer de l'argent dans les caisses d'un État qui est effectivement très appauvri et que ce ne soit pas une vision industrielle et stratégique. Un peu comme les autoroutes la libérale pro-privatisation vous dit qu'effectivement dans ce domaine-là, moi je suis plutôt inquiète et même un peu catastrophée de cette vision comptable. La Française des Jeux, c'est encore autre chose. C'est un monopole qui, d'ailleurs, travaille beaucoup sur la non-addiction, la limitation pour les mineurs et ainsi de suite. Donc,
je suis pas là aussi, je suis un peu circonspecte. Là aussi, pourquoi ? Parce que je crains que ce soit l'arbre qui cache la forêt. On ne réduit pas la dépense publique, donc on va chercher facilement à vendre les bijoux de famille, comme vous le disiez, Alexis Brézé. Le PS parle d'une braderie du patrimoine commun. Ça, c'est une expression que vous reprendriez à votre compte. Non, je reprendrai pas ça. Je viens de vous expliquer que je pense que ces entreprises, là encore, l'État est actionnaire dans d'autres entreprises que celle-ci. Là, nous sommes sur des entreprises en monopole qui apportent et pour lesquelles il me semble qu'une vision stratégique la même chose pour les autoroutes s'impose. Probablement pas. Bon, avec les conséquences. Puisqu'on parle d'autoroute, est-ce qu'on peut dire un mot de la limitation à 80 km/h beaucoup de... Évidemment, là, on parle des routes départementales. Beaucoup de voix qui s'élèvent contre chez les élus locaux, notamment à droite. Vous, quelle est votre position là-dessus ? Écoutez, vous le savez, Alexis Brézé, et c'est peut-être ma plus grande différence avec l'approche du gouvernement actuel, c'est que moi je viens de l'entreprise. J'ai passé 20 ans dans l'entreprise privée. Je trouve que cette approche est totalement technocratique. On a l'impression qu'on a des gens qui nous gouvernent, qui sont totalement déconnectés du quotidien des Français, des problématiques des territoires ruraux. Là-dessus, c'est complètement grotesque. C'est technocratique que décréter que toutes les routes, soudain, doivent être à 80 km/h. Il y a des routes où il n'y a absolument aucun problème. Il n'y a pas de séparateur central. À 90, d'autres à 70. Il y a évidemment, et moi je suis pour les investissements dans les infrastructures, il y a à revoir la sécurité de nos infrastructures, mais là on est typiquement, c'est l'exemple typique d'une mesure décidée par quelques technocrates dans leur bureau en faisant fi. Moi je vois, il y a des personnes ici qui sont des conseillers départementaux, des présidents de conseils départementaux qui se sont regroupés pour dénoncer quelque part la stupidité, de ces mots. Le gouvernement dit si ces voitures vont moins vite, elles freinent plus court et donc il y a moins de morts. Enfin, c'est un côté presque... J'ai lu un rapport qui dit en fait un peu le contraire et qui dénonce le fait que finalement ça n'aurait pas les résultats escomptés. Je ne suis pas une spécialiste en la matière, donc vous me permettrez de faire preuve d'humilité. La seule chose que je veux dénoncer, c'est cet aspect totalement... oui, c'est technocratique, c'est cette vision parisienne. C'est sûr que le problème ne se pose pas tellement d'ailleurs à Paris, mais je peux vous dire que dans les territoires ruraux aujourd'hui, ça fait grincer beaucoup de dents parce que c'est une approche qui nous semble très déconnectée. Là encore, des situations au cas par cas. Il y a des routes accidentogènes en France. J'en ai dans ma grande région Nouvelle-Aquitaine. Je peux vous dire, entre Poitiers et Limoges, ça fait des années qu'on réclame des investissements et là, l'État est absent sur les investissements, notamment dans le domaine donc vous demandez de renoncer aux 80 km/h ? Je pense qu'il faut, là encore, faire preuve d'intelligence et écouter ceux qui sont directement concernés. Les présidents de conseils départementaux, qui sont ceux qui ont en charge ces questions-là, sont beaucoup plus à même de dire, dans leur département respectif, là où il faudrait des investissements, là où il faudrait éventuellement revoir, et c'est au préfet de le faire, la limitation sur certaines routes. C'est vrai que ça me paraît être... Voilà, un exemple de plus de cette déconnexion entre le gouvernement Macron et la réalité du quotidien des Français. On replonge un tout petit peu en politique politicienne avec la réforme constitutionnelle. Donc le principe, on le rappelle, c'est la réduction du nombre de parlementaires, le non-cumul dans le temps, la proportionnelle aussi pour les législatives. Qu'est-ce que vous pensez de cette réforme ? Ce que ça m'inspire, c'est d'abord qu'il y a beaucoup de tripatouillage électoral. Emmanuel Macron est le président qui finalement semble être celui qui veut le plus toucher aux règles électorales. Et je crois que la force de la France, surtout quand on regarde ce qui se passe en Italie ou même en Allemagne, c'est d'avoir des institutions solides. Et je pense qu'on peut s'enorgueillir de ces institutions. Donc je suis d'emblée toujours un peu inquiète quand on veut venir jouer les apprentis sorciers. Mais la réduction du nombre de parlementaires, avec notre constitution. Oui, mais ça c'est anecdotique dans ce que nous présente le président Macron dans sa réforme constitutionnelle. Moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est la limitation du droit d'amendement pour l'opposition. On a vraiment le sentiment là, une fois encore, d'avoir un président qui considère qu'il doit centraliser tous les pouvoirs. On a eu un exemple récent au Sénat où il contourne, en l'occurrence c'était pas ma famille politique qui le portait, c'était la gauche, mais il a voulu contourner, vous savez, la hausse des retraites pour les agriculteurs, en utilisant un article de la Constitution pour bloquer en fait donc, le fonctionnement du Sénat. Mais ça, donc, limitation du nombre d'amendements, vous êtes contre, mais sur la question de la réduction du nombre de parlementaires... Et sur la proportionnelle, parce que c'est un point essentiel, la proportionnelle
proportionnelle, cher Alexis Brézé, ça peut entraîner deux choses. Ça peut entraîner une instabilité parlementaire, ça peut carrément entraîner une paralysie institutionnelle. Et c'est ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Quand vous regardez ce qui se passe en Italie, moi je pense que c'est important d'en tirer des leçons. D'ailleurs, Matteo Renzi a pas mal de points communs avec Emmanuel Macron et on voit ce que ça donne in fine. Moi, j'ai pas envie qu'on se retrouve soit dans un contexte qu'on a connu sous la 4e République, soit dans le contexte difficile de l'Italie qui peut apparaître quasiment ingouvernable. Et même en Allemagne, on voit que c'est compliqué. Donc moi, je suis très prudente sur la proportionnelle. Je comprends. En fait, vous voyez, c'est tout Macron. C'est le en même temps. C'est j'essaye de brider les amendements. Ce qui pourrait être là pour le coup, et notamment au prorata de la taille des groupes, c'est-à-dire que là, non mais ça c'est pas le cœur de la réforme. C'est parce que c'est là où vous donnez, c'est là où vous donnez et vous montrez aux Français que vous prenez en considération, y compris les groupes politiques les plus petits. Mais de l'autre, vous voyez, il est toujours dans la limitation je donne la proportionnelle alors que la limitation à 3 mandats. La limitation dans le temps à 3 mandats successifs. Ça c'est ce que le Sénat n'en veut pas. Vous dites quoi ? Je vais vous dire, je pense que là encore, c'est souvent aux électeurs de décider, parce que quand je prends l'exemple de la belle mairie de Bordeaux et d'Alain Juppé, par exemple, voyez-vous, ben oui, mais c'est un bon exemple. Vous en avez plein en France, des maires qui, au fond, sont plébiscités et plus ils se représentent, plus ils font des gros scores. Donc ça veut dire que les électeurs sont peut-être pas favorables. Moi, ce que je n'aime pas, c'est là encore qu'on fasse croire que c'est pour faciliter le renouvellement politique. Je pense qu'il y a d'autres méthodes pour faciliter le renouvellement politique. Essayez d'avoir plus d'aller-retour entre la société civile et la politique, la limitation du nombre de mandats. Je comprends la finalité, mais je pense que c'est pas forcément un objectif. À propos du monde politique, dans votre livre J'assume, vous décrivez un monde politique alors fait de coups bas, de trahisons, de petites mesquineries. Vous parlez d'un monde. Je rends aussi hommage aux hommes et aux femmes politiques que je trouve très courageux. D'un monde de psychopathes et de pervers polymorphes. C'est pas moi qui dis ça. Vous verrez quand vous. Non, c'est ce qu'on m'a dit en voulant me dissuader d'aller dans ce monde politique, en me disant tu n'y trouveras que des pervers polymorphes. Et voilà. C'est pas du tout le cas. Et en l'occurrence, j'en ai trouvé effectivement, mais c'est pas forcément la majorité du genre. Vous contredisez pas les propos. J'ai envie de rendre hommage au contraire à ces hommes et ces femmes qui s'engagent pour le bien commun et souvent dans des contextes qui sont pas si faciles. Est-ce que vous êtes parfaitement adapté à ce monde-là finalement ? Peut-être pas, ça j'en sais rien, cher Olivier Bost. La seule chose que je pense, c'est que j'ai une autre expérience, une expertise dans certains domaines, acquis à la tête d'entreprises de petite et de grande taille pendant 20 ans, et que je suis heureuse de pouvoir essayer d'être utile et de le mettre au service du bien commun et du projet politique et des convictions que j'ai envie de défendre et auxquelles je crois. Marie-Pierre Haddad de la rédaction d'RTL nous a rejoint. Quelles sont les tendances sur le hashtag Le Grand Jury ? Quelles sont les questions ? Alors écoutez, j'ai sélectionné 2 questions. La première, c'est sur la situation à Mayotte. Donc depuis la fin du mois de février, il y a de nombreuses manifestations pour dénoncer l'insécurité. L'île est bloquée par de nombreux barrages routiers. Et sur Facebook, Rémi dit « Les politiques s'en foutent parce qu'il n'y a pas d'élection en vue ». Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour aider? Alors déjà, c'est pas vrai, parce que vous voyez, Laurent Wauquiez en revient. Donc il est allé à Mayotte très précisément, il y a passé du temps, il a beaucoup écouté, il a aussi malheureusement pris conscience de ce qu'il savait déjà, et ce que nous savons, c'est qu'effectivement il y a des choses très préoccupantes à Mayotte. On en tire des conséquences, voyez-vous. Le droit du sol est un vrai sujet. Est-ce que, au fond, quand vous avez 2 parents qui sont en situation irrégulière, il doit y avoir une automaticité du droit du sol? Tout ça sont des questionnements très pragmatiques. Nous répondons non, et nous pensons qu'il va falloir, à un moment donné, de façon courageuse, sans opposer, sans hystériser le débat, mais simplement dire que, et notamment à Mayotte, c'est très frappant, et il va falloir revoir les conditions d'obtention du droit du sol. Il y avait aussi une autre question. Il y a quelques instants, Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, a confirmé que les heures supplémentaires seraient exonérées de cotisations à partir de 2020. Est-ce que ça y est, c'est le retour du travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy ? Une fois encore, le gouvernement actuel essaye, malheureusement ils ne le font pas surtout, mais ils le font de temps en temps, de gommer les erreurs de François Hollande. Cette mesure de Nicolas Sarkozy était une incroyable bonne mesure, et la politique politicienne était passée par là. Monsieur Hollande avait voulu détricoter ça. Donc on
on en revient à la situation de 2012, tant mieux, je ne peux que m'en réjouir. Mais malheureusement, on a allé beaucoup plus loin que de rester à la situation de 2012. Et détricoter les erreurs de Hollande, parfois, il les continue, mais dans d'autres cas, il les détricote, tant mieux. Mais il faut qu'on aille bien plus loin et c'est ce que nous essayons de porter. Merci Virginie Calmels pour Merci ce grand jury. Merci à tous les trois. Très bon dimanche à tous.